Il y a des courses où gagner, même qu'une fois, est déjà un exploit. Mais gagner l'édition la plus dure est encore plus grand. Aujourd'hui, on va parler de Géodis, le voilier du Normand Christophe Auguin qui lui a permis de gagner le Vendée Globe 1996-1997. L'histoire de notre voilier de légende du jour commence en 1994 quand Christophe Auguin se fait construire un bateau pour le Bock Challenge 1994-1995 et le Vendée Globe 1996-1997. Après sa victoire sur le Bock Challenge 1990-1991, son sponsor a en effet décidé de lui donner le budget pour faire construire ce nouveau bateau afin de ne pas être largué dans la course à la vitesse qui avait déjà lieu à l'époque. Ce bateau est un plan Finot-Conques construit en Normandie chez JMV à Cherbourg. Il est conçu pour être super léger avec environ 8 tonnes et avoir une très faible surface mouillée. C'est pour ça qu'il est plus étroit que les autres IMOCA et qu'il est fabriqué en carbone, ce qui est en train de devenir la norme à l'époque. Tout était pensé et l'accastillage était réduit à son strict minimum pour gagner du poids. Il s'inscrit aussi dans son époque pour une surface de voile 15% plus grande qu'un IMOCA plus ancien. Mais étant bien pensé, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Géodis, qui au début s'appelait Sketta Kalberson, est mis à l'eau en juin 1994, et les premiers essais se montrent directement assez concluants. Neptune Yachting, qui a pu naviguer dessus peu après sa mise à l'eau, nous rapporte dans son magazine que par un vent de 8 nœuds, le bateau file à 13 nœuds, ce qui est vraiment bien pour un bateau de cette époque. Après des entraînements, des petits ajustements et le convoyage entre la Normandie et Charleston, c'est le départ du Bock Challenge 1994-1995. Un tour du monde en solitaire avec escale qui se court en 4 étapes. Le départ est donné le 17 septembre en direction du Cap. L'étape ne se passe pas très bien pour Christophe qui a des problèmes électriques sur le bateau et manque de voile. Il finit à la 3ème place, 6 jours 20 heures derrière Isabelle Autissier. La deuxième étape en direction de Sydney, c'est la moitié des mers du Sud et dans le vent fort, le bateau se comporte très bien. Les voiles d'avant sur enrouleur donnent entière satisfaction et les problèmes de la première étape sont du passé. Malgré des conditions dantesques qui coucheront plusieurs fois le bateau, Christophe remporte cette deuxième étape en 25 jours. La troisième étape, c'est l'étape du Cap Horn qui va finir à Punta del Este. Dans le vent moins fort que d'habitude dans les mers du Sud, mais aussi des conditions changeantes de l'Atlantique Sud, le bateau se comporte à merveille et Christophe remporte aussi cette étape en 29 jours, prenant au passage la tête au classement général. La dernière étape, qui se court dans des conditions changeantes de l'Atlantique, voit Christophe gérer la concurrence et s'imposer en 24 jours. Il remporte du coup pour la deuxième fois le Bock Challenge grâce à lui et à une belle navigation, mais aussi grâce à son bateau qui est bien né et bien pensé, ce qui permet à Christophe Auguin de mener la machine à un pourcentage performance élevé. Après ce magnifique Bock Challenge, le bateau rentre en France avec un équipage. Pendant ce convoyage, ils battront le record de distance en monocoque de l'époque avec 447 000 en 24 heures, soit 18,6 nœuds de moyenne. Ensuite, il part en chantier post-tour du monde. Pendant ce chantier qui va durer 5 mois, fut installée une quille basculante, ce qui permet de garder plus de voile plus longtemps, et du coup d'aller encore plus vite. Ces quilles, qui étaient à leur balbutiement, deviendront vite la norme. Après ce chantier, c'est la reprise des entraînements. Il ne participe par contre pas aux courses avant le Vendée Globe, comme la Transat Globe 1995. L'année 96 est consacrée aux entraînements et à la fiabilisation du bateau pour le Vendée Globe qui approche très vite. C'est cette année-là que Géodis devient sponsor et lui donne donc son nom. Puis vient le départ du Vendée Globe. Le 3 novembre 1996, 16 concurrents, dont un en pirate, s'élancent sur un Vendée Globe qui va être dramatique. La descente de l'Atlantique se passe dans de bonnes conditions et la bataille est belle.
Géodis est un peu derrière à cause d'une option trop prudente au départ, mais rien n'est perdu avec seulement 120 000 de retard sur la tête. Puis arrivent les mers du Sud qui vont se révéler cette année-là être un enfer. Géodis reprend la tête à l'entrée de celle-ci, puis lui et les autres concurrents affrontent des vagues de 20 mètres et des vents qui atteignent par moments les 80 nœuds. Un véritable enfer sur mer. Malgré ces conditions effroyables, Géodis se comporte bien et parvient à passer à travers tout ça et même creuser un peu l'écart sur les concurrents encore en course, en partie grâce à la casse de ses concurrents les plus proches, mais aussi car il est poussé pour sortir de là le plus vite possible. Il battra d'ailleurs dans l'océan Indien le record de distance en solitaire en 24 heures en parcourant 374 000. Le bateau se couchera quand même parfois dans des vents de 50 nœuds. Malheureusement, pendant ce temps-là, des concurrents frôlent la mort en chavirant. L'un survit dans une eau à 3 degrés, tandis que d'autres survivent dans le noir dans leur coque retournée, secoués par les déferlantes. Ils auront la chance d'être secourus, ce qui ne sera pas le cas de Jerry Roof, qui disparaît en mer au niveau du point Nemo après le chavirage de son bateau. Le Cap Horn, cette année-là, est plus qu'une délivrance pour les marins. La remontée de l'Atlantique est plus calme, avec des grosses zones de molle, des vents contraires mais pas très forts, mais Géodis, qui a une grosse avance sur la concurrence, encore en course, peut contrôler jusqu'à sa victoire le 17 février 1997 en 105 jours. Un skipper normand a gagné le Vendée Globe sur un bateau normand. C'est beau. Surtout 7 jours devant Marc Tiercelin qui finit deuxième avec l'ancien bateau de Christophe. Mais cette belle victoire ne fera jamais oublier à quel point ce Vendée Globe a été dramatique. Et même si le bilan aurait pu être bien pire, un marin de perdu, c'est un marin de trop. Et suite à ce Vendée Globe, plein de réglementations arriveront, notamment des appendices de couleurs vives comme le orange ou le jaune, mais aussi des marques de parcours pour éviter que les concurrents descendent trop sud. Au final, ils seront 6 à finir en course cette édition du Vendée Globe. Après ce Vendée Globe, Géodis part en chantier bien mérité. Christophe ne veut plus naviguer en solitaire car il pense avoir fait le tour de la course en solitaire. De plus, il est marqué par la disparition de Jerry Roof. C'est pour ça qu'après le chantier, Géodis naviguera toujours avec un équipage à bord. En 1998, il participe à la route de l'or entre New York et San Francisco, où il finit 3ème, 7 jours derrière le premier. Puis, comme baroud d'honneur, avec son premier skipper, il bat le record de l'Atlantique Nord en équipage entre New York et le Cap Lizard en 9 jours, 22 heures et 59 minutes. Géodis est ensuite mis en vente suite à l'arrêt du sponsoring de Géodis. Le bateau resta peu de temps en vente car il intéressait quelques personnes comme un certain Thomas Coville. En même temps, c'est pas mal de partir sur le bateau vainqueur de la dernière édition car il connaît le chemin et en plus ce bateau est encore plutôt pas mal et pas mauvais malgré les nouvelles machines. C'est finalement Bernard Gallet qui le rachète. Le bateau s'appellera Voilà. Dès le rachat, le bateau subit un gros chantier où beaucoup de choses sont changées, dont le mât, la quille, l'aménagement, l'électronique et les ballasts. Tout ça pour être prêt au départ du Vendée Globe 2000-2001. Le 5 novembre 2000, ils sont 24 à prendre le départ. Départ donné en retard à cause d'un énorme coup de tabac dans le golfe de Gascogne. Mais cette édition va se révéler plus calme que la précédente en termes de météo, mais pas en termes de régate. Les premiers sont à fond absolu et se mènent une bataille d'anthologie. Malheureusement, Voilà ne tient pas la cadence imposée par Michel Desjoyaux et se fait totalement distancer. Il finira 8ème en 111 jours, 18 jours derrière Michel Desjoyaux, malgré une belle remontée de l'Atlantique où il double 2 bateaux alors que c'est souvent la partie la plus compliquée du Vendée Globe. Il a mis plus de temps que pour sa victoire et ne sera pas le premier voilier double vainqueur du Vendée Globe. Après ce Vendée Globe, nouveau chantier pour préparer la Transjacques Vabre 2001. C'est la première fois que ce bateau normand
participera à cette course normande. Pendant le chantier, il n'y aura pas de grosses modifications, mais tout sera bien révisé. Après sa remise à l'eau, il participe au GP de Fécamp, en Normandie. Merci Monsieur Chauvin pour la précision. Où il terminera 3ème. Puis vient la Transat Jacques Vabre, où l'équipier de Bernard sera un certain Quito de Pavan. Le 3 novembre, 12 IMOCA s'élancent du Havre en Normandie en direction de Salvador de Bahia. La bataille est magnifique et les écarts sont faibles jusqu'à l'arrivée. Au final, Voilà termine 5ème en 17 jours, 3 heures, 23 minutes, 14 heures seulement derrière le premier. Après une belle arrivée à Salvador de Bahia, Voilà revient en France et est mis en chantier post-transat avant d'être mis en vente. Il restera en vente un petit moment. Il a été un moment possible qu'il fasse la route du Rhum 2002, mais ça ne se fera pas. En attendant que le bateau soit vendu, Bernard Gallet propose des sorties en groupe à bord du bateau au départ de Sète ou de Port-Camargue. Il essaie aussi de participer à la Transat Jacques Vabre 2003, mais faute de financement, il doit renoncer. C'est finalement en mai 2003 que le bateau est racheté par UUDS pour Hervé Laurent. UUDS est du coup le nouveau nom du bateau. Il est remis à l'eau en 2004 et part en qualification. 750 000 en solitaire pour pouvoir faire The Transat. Le 31 mai 2004, UUDS et son skipper s'élancent aux côtés de 14 autres concurrents. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur The Transat, la course est rude et une grosse tempête fait des ravages sur la flotte. UUDS passe bien à travers malgré ces rudes conditions. Ils finissent 7ème un peu moins de 2 jours après le premier, ce qui est plutôt pas mal vu l'âge qu'ils commencent à avoir. Après cette belle course, ils retournent en France afin d'être préparés et optimisés pour le Vendée Globe. Ils s'élancent le 7 novembre 2004 aux côtés de 19 autres concurrents. La descente de l'Atlantique est très rapide et se passe dans de superbes conditions. Mais au début des mers du Sud, au 28e jour de course, dans une tempête, UUDS tape un ovni qui endommage son safran bâbord. Hervé et UUDS sont obligés d'abandonner et de rentrer au Cap. Ils seront les premiers à abandonner ce Vendée Globe. Après cet abandon douloureux, Hervé Laurent ramènera le bateau en solitaire à Lorient. Puis, il rentre en chantier pour réparer les quelques dégâts sur le bateau. Il était censé participer à la Fast and Race 2005, mais je ne l'ai pas trouvé dans le classement, donc je ne peux pas affirmer s'il y a participé ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a participé à la Transat Jacques Vabre 2005. Il part le 5 novembre 2005 du Havre en direction de Salvador de Bahia avec 11 autres IMOCA. À son bord, il y avait Hervé Laurent et Laurent Massot. Le début de course est typique d'une Jacques Vabre avec du gros temps dans le golfe de Gascogne. La suite dans les alizés et le poteau noir est plus cool et UUDS arrive à rester dans le bon groupe. Ils finissent 7ème, 18 heures après le premier. UUDS, même s'il a déjà 11 ans, est toujours assez performant et n'est pas totalement largué. Après cette belle course, Hervé Laurent se sépare du bateau. C'est Philippe Fiston, un Guadeloupéen, qui le rachète pour participer à la route du Rhum 2006. Il prend au passage le nom de Adriana Carambeu Paris. On abrégera AKP pour faire plus simple. Le budget et le rachat du bateau se faisant très tard, il y a juste le temps de se qualifier et de faire quelques entraînements pour prendre un peu la mesure de ce bateau. L'accent est surtout mis sur la fiabilité, car l'objectif n'est pas de gagner, mais d'être le premier Guadeloupéen à finir la route du Rhum. Le départ est donné le 29 octobre 2006, aux côtés de 12 autres IMOCA. Le début de la course se passe dans des petits airs, avant que les tempêtes de l'Atlantique Nord ne balayent la flotte. Alors qu'à l'avant de la course sa bataille sévère, Philippe Fiston, lui, y va mollo et prend beaucoup de retard. Une fois sorti des tempêtes, vient l'Alizé, mais celle-ci est absente pendant un long moment et accentue encore le retard sur les leaders. Au final,
Akepe finira 10e et dernier des IMOCA de cette route du Rhum. Il aura mis 22 jours, 7 heures et 26 minutes pour rallier Pointe-à-Pitre depuis Saint-Malo à la petite vitesse de 6 nœuds 62. Il aura mis 9 jours, 19 heures et 27 minutes de plus que Roland Jourdain. Mais l'objectif est rempli, il est le premier Guadeloupéen à terminer la route du Rhum. Et en plus, il s'adjuge le record du temps entre Basse-Terre et l'arrivée en 3 heures et 8 minutes. Ses objectifs sont remplis et c'est bien là le principal pour lui. Malheureusement, ce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là, c'est que c'était la dernière grande course de ce bateau. Après cette course, le bateau est ramené en France et mis en vente. Malheureusement, pas beaucoup de marins intéressés et le bateau ne participera pas au Vendée Globe 2008. On retrouve trace du bateau en 2012. Il s'appelle maintenant Oxygène et est méconnaissable. Le cockpit est maintenant ouvert sur l'arrière et la casquette a été changée. Peu d'infos sur ce à quoi il devait servir et pas d'infos sur le nom du skipper. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2014, il était en essai au large de Cherbourg quand son moteur est tombé en panne. Du coup, je pense que le bateau était destiné à la croisière rapide ou à la entre guillemets balade avec des clients, ce qui expliquerait d'avoir ouvert l'arrière du cockpit pour avoir plus de place. Quoi qu'il en soit, après ce problème, le bateau est remorqué dans le bassin de Cherbourg. Il devait rester quelques semaines, le temps de réparer. Il n'est jamais reparti et son skipper hongrois ne donne plus de nouvelles. Depuis 2014, cette légende se dégrade à vue d'œil, comme une autre légende qui est PRB3, qui lui se dégrade à Brest. En 2021, la municipalité de Cherbourg a lancé une procédure de bateau abandonné pour tenter de lui redonner une seconde vie. Mais ce genre de procédure est longue et demande énormément de paperasse et est sujette à pas mal de conditions. À l'heure actuelle, en 2024, rien n'a bougé. Ce bateau de légende n'a pas largué les amarres depuis 2014. C'est en lui un jour de au pire rentrer dans un musée où il aura toute sa place ou au mieux de reprendre la mer. Mais malheureusement, les travaux seront dans tous les cas énormes au vu du temps que la fibre de carbone a passé en plein soleil et dans l'eau. J'espère vraiment de tout mon cœur revoir un jour ce bateau ailleurs qu'à cette place de ponton dans le bassin de Cherbourg, car il le mérite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Géodis. J'espère qu'elle vous a plu. Ça se finit pas très bien. J'espère que l'avenir n'est pas trop compromis pour lui, même si ça pue malheureusement. J'espère qu'un jour il sera au minimum dans un musée, parce qu'il le mérite ce bateau. Voilà, il le mérite vraiment. Et voilà. Et je comptais vraiment, enfin, c'était important pour moi de parler de ce bateau, parce que c'est vraiment important de rendre hommage à ces bateaux qui ont fait l'histoire de la course au large et qui sont malheureusement abandonnés dans des ports. Ça fait un peu chier quoi. Ça fait un peu chier. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est super important que vous abonniez. Ça m'aide énormément. Ça fait monter la chaîne. Ça m'aide vraiment énormément. Ça me donne beaucoup de baume au cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou pour un live sur ma chaîne principale, sur Twitch ou YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.